C'est d'abord une odeur âcre, chimique, qui vous prend à la gorge dès que vous arrivez sur la zone. Et puis, ce décor d'apocalypse, avec au-dessus, ce ciel si sombre d'où ne filtre aucun rayon de soleil. Qayyarah, au nord de l'Irak, à 60 km de Mossoul. La région a été libérée de Daesh en août 2016. Mais un an après, c'est toujours l'apocalypse. Car avant de quitter le territoire, l'État islamique a voulu laisser une dernière trace de son funeste passage en incendiant les puits de pétrole. Car ici, le pétrole est partout et attire les convoitises depuis toujours. De Saddam Hussein à Al-Qaïda et dernièrement Daesh. Pour les Irakiens, cet or noir qui aurait dû les enrichir ruine leur vie depuis trop longtemps. C'est le photographe de presse Édouard Elias qui m'a parlé des puits de Qayyarah en premier. Il m'a montré les photos qu'il avait prises sur place, montrant le combat d'hommes, si petits, face à l'adversité. Des images incroyables, saisissantes. Des images d'une violence inouïe. Son travail m'a rappelé les clichés de 1992 qui avaient fait le tour du monde. À la fin de la première guerre du Golfe, l'armée irakienne, avant de se retirer, avait fait exploser les champs pétrolifères au Koweït. Mais cette fois, ces incendies ont été provoqués par un ennemi venu de l'intérieur, Daesh. Nous sommes dans un tunnel dans la région de Qayyarah, que Daesh a creusé près du fleuve. Ils construisent des tunnels et s'installent dedans. Ainsi, ils ne sont pas repérés. Regarde comment ils ont creusé pour que les avions américains et irakiens ne les voient pas. Tu vois, c'est comme des rues. Ils rentrent et sortent par cette ouverture. Youssef fait partie des milices chiites locales. Elle participe à la coalition armée qui combattent les islamistes. Dans la région de Mossoul et de Qayyarah, où la population est majoritairement sunnite, ces milices sont aussi redoutées que respectées. Elles ont joué un rôle crucial dans la libération de la région. C'est Daesh qui a brûlé les puits, pour qu'on ne puisse pas les repérer. Ça obscurcit totalement le ciel, et comme ça les avions ne peuvent plus les voir quand ils combattent. Ces feux nuisent à tout le monde, aux personnes âgées, à l'eau, aux enfants, aux animaux. Les animaux meurent, les gens s'étouffent. Il faut utiliser des masques, sinon on ne peut pas respirer. Ça fait 10 mois que c'est comme ça. 25 puits ont été incendiés autour de Qayyarah. En 1991, au Koweït, les pompiers américains étaient venus éteindre les 700 puits en flammes incendiés par Saddam Hussein. Mais à Qayyarah, tous les pompiers sont irakiens. Ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Sur leur camp de base, je fais la connaissance d'une partie de l'équipe, des pompiers, venus de Kirkouk, mais aussi et surtout de Bagdad, la capitale, située à des centaines de kilomètres de là. Ils logent dans une base rudimentaire, non loin de la zone pétrolifère, et vivent ici, dans des conditions spartiates. Nombre de ces jeunes hommes ne sont pas professionnels et sont devenus pompiers par nécessité. Hussein vient de Bagdad. Il est avocat de formation.
Dans mon pays, il n'y a pas de travail, ou très peu de travail. J'ai eu de la chance de trouver cet emploi. J'ai 24 ans et ça fait 2 ans que je me confronte au feu. Ce n'est pas ma formation d'origine, mais il y a très peu d'opportunités de travail en Irak. Et finalement, j'aime ce métier. On arrive et on prépare les équipements et les citernes pour éteindre les flammes. Chacun prend sa place, que ce soit les pompiers ou les chauffeurs, et on éteint le feu. Ce pétrole brut est très inflammable. Les feux sont très difficiles à éteindre, car l'eau n'a aucun effet. Elle sert surtout à refroidir les bulldozers pour qu'ils creusent plus profond, afin de sortir les pipelines qui contiennent le pétrole brut. Puis, nous y injectons de l'eau. La combustion du pétrole dégage une chaleur intenable. 2000 degrés s'échappent du brasier. Au Koweït, les pompiers disposaient de combinaisons ignifugées et de bulldozers spéciaux. Normalement, pour éteindre un puits en feu, il faut de la dynamite et injecter un mélange de boue. Ici, en Irak, ces pompiers ne peuvent compter que sur l'eau du Tigre, l'un des 2 grands fleuves irakiens. Le pétrole est une grâce et une malédiction. Le bien et le mal à la fois. C'est bien parce qu'il nous assure nos salaires et nous permet de vivre. Et mal, car il peut devenir une arme qui menace tout le monde. Le pétrole, bénédiction ou malédiction pour le pays. L'or noir a joué un rôle majeur dans la naissance de l'Irak contemporain. Il a déterminé le tracé des frontières et contribué à son développement. 90% de la richesse nationale provient du seul pétrole. 5e producteur mondial, le contrôle des puits et des pipelines est donc pour le pays un enjeu primordial, à la fois économique et politique. L'Irak devrait vivre dans l'opulence, mais pour Hussein et tous les Irakiens, le quotidien n'est qu'un chaos permanent. À cause de l'insécurité qui règne dans le pays, les gens ne peuvent pas se rendre où ils veulent, car ils ont peur. C'est pour ça que nous sortons du pays, quand nous voulons avoir des moments de bonheur et de paix. On espère que ça va s'améliorer. Mais le pays est divisé entre différentes confessions et une multitude de partis. C'est donc difficile de rétablir la sécurité. Mais on garde espoir que ça s'arrange. Il y a 10 ans, je voulais obtenir mon diplôme, vivre en paix, pouvoir me marier et que la situation se stabilise chez nous. Mais ça n'a pas été le cas. Et tout a changé. Comble de l'ironie, ces Irakiens qui vivent depuis 2003 dans la peur des attentats sont obligés, avec des moyens de fortune, d'éteindre ces puits maudits qui auraient dû faire leur richesse. Près de 120 000 civils ont perdu la vie, en partie à cause de ce pétrole que tout le monde se dispute. Une malédiction entretenue par les Irakiens eux-mêmes.
Depuis 2005, un bras de fer sur l'exploitation du pétrole brut est engagé entre Bagdad et le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan, province autonome qui réclame le droit d'exporter du brut sans passer par l'État central. Dorothée Schmid, de l'Institut français des relations internationales, est une spécialiste des politiques européennes en Méditerranée et au Moyen-Orient. En principe, les ressources pétrolières, ce sont des ressources nationales irakiennes et elles doivent donc être gérées par le gouvernement national irakien et leurs revenus redistribués ensuite. Or, il y a eu toute une période où les Kurdes ont décidé d'exploiter eux-mêmes leur propre pétrole et de l'exporter sans se mettre d'accord pour cela avec Bagdad. Car bien avant l'arrivée de Daesh, les Kurdes irakiens lorgnaient déjà sur ce pétrole de Qayyarah qui échappait à leur zone d'influence. Une source de revenus inestimable pour cette province aux velléités autonomistes qui souhaite obtenir le contrôle de ses puits. Les rapports se sont envenimés entre Bagdad et Erbil sur cette question pétrolière au moment, en 2014, où la grande offensive de Daesh en Irak a permis aux Kurdes d'occuper la ville de Kirkouk, sachant que Kirkouk représente une très importante partie des ressources en hydrocarbures de l'Irak, 40% de mémoire. Et l'enjeu là a été de savoir si les Kurdes allaient exploiter à leur profit les ressources pétrolières de Kirkouk, ce qu'ils ont commencé à faire assez rapidement. Quand en 2014, l'État islamique s'établit dans la province de Ninive, zone frontalière entre territoire arabe et territoire kurde, un nouveau chapitre de la guerre du pétrole s'ouvre au Proche-Orient, dont le Kurdistan va tirer profit. L'offensive de Daesh en 2014 a encore renforcé la position du Kurdistan irakien en termes sécuritaires, dans la mesure où on a aussi eu besoin des Peshmerga pour stopper l'avance de Daesh vers le nord de l'Irak, et où notamment ils ont réussi à prendre position à Kirkouk, la fameuse grande ville qui faisait partie des territoires disputés. Et donc on ne sait pas aujourd'hui finalement quelles vont être les réelles frontières entre les régions kurdes et les régions arabes de l'Irak. Les rivalités entre sunnites et chiites ont conduit au sectarisme et au fanatisme. Chacun veut s'imposer par rapport aux autres. Ils sont prêts à tout pour obtenir ce qu'ils veulent, pour pouvoir agir comme ils l'entendent et avoir le contrôle. Soudain, notre conversation est interrompue par le chef de la brigade. Les problèmes entre Irakiens, il ne faut pas en parler. Descends tout de suite, viens bosser. One minute. J'ai le sentiment d'avoir touché un point sensible, d'être entré dans une zone grise. Après cette interview, les pompiers me laisseront filmer, mais plus personne ne voudra me parler. Je n'en comprends pas la raison. J'ai pourtant obtenu une autorisation de tournage du ministère de l'Énergie. Une ambiance étrange s'installe. On tolère tout juste ma présence. La journée se termine sans que je puisse interroger qui que ce soit. Je suis là, réduite à filmer des gens muets, me sentant impuissante face à un mutisme que je ne m'explique pas. Le lendemain, je décide de retourner dans la zone des puits et d'approcher d'autres personnes qui travaillent ici aux côtés des pompiers. Des unités de la police du pétrole sont chargées de sécuriser la zone. Signe
que l'Irak est en train de se réorganiser et de préparer sa reconstruction. Daesh s'est emparé de tous les puits de pétrole ici. Ils les ont occupés pendant plus de 2 ans. Ils ont pris le pétrole et organisé le trafic. Chaque jour, nous demandions aux habitants combien de pétrole, combien de camions passaient par ici. Ils nous répondaient que Daesh trafiquait un total de 1500 camions par jour. Chaque jour, 1500 camions sortaient du pays. Après avoir bien profité de ce pétrole, et lorsqu'ils ont su qu'ils ne pourraient plus rien en tirer, Daesh a fait exploser les puits. Beaucoup de pays ont du pétrole. La plupart des pays du Golfe ont du pétrole. La Libye en a beaucoup, mais la situation là-bas est compliquée. Nous, depuis l'arrivée des Américains, c'est le chaos. Nous avions déjà ce pétrole, mais nous avions un seul dirigeant. Avant l'occupation, notre situation n'était pas comme ça. On est dans cette situation depuis que les Américains sont arrivés. Le problème, ce n'est pas le pétrole. Les pays du Golfe ont passé un accord avec leur peuple. Ils redistribuent l'argent du pétrole à leur peuple et font profiter leur pays de cette manne. Mais ici, le peuple n'a aucun droit. Qu'est-ce que nous en retirons de tout ce pétrole? Un seul sac de farine, c'est tout ce que j'ai. Le constat est amer. Il est malheureusement largement partagé par tous ceux que je croiserai dans la région de Qayyarah durant mon séjour. Ce qui frappe, dans cette région de l'Irak, c'est la dignité de ces gens, qui ne masquent pas toujours une colère rentrée, mélange de tristesse et d'écœurement. Je me rends dans le village le plus proche des puits. On distingue au loin les colonnes de fumée. Le chef me reçoit autour d'un thé avec les hommes du clan, content de pouvoir s'exprimer. Ce village a été fondé en 1942. On vit grâce à l'agriculture et aux animaux, à l'élevage de bétail, de moutons. Dans notre village, toute la population présente est du même clan. Mais avant, plusieurs tribus y vivaient. Aux alentours de 12 tribus jusqu'en 1950 ou 1960. En 1970, dans ce village, il n'y avait pas de service. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. Donc les gens se sont déplacés vers la ville pour avoir des écoles et des hôpitaux. Nous, on est restés. Quand ceux de Daesh sont venus, ils ont bombardé les maisons des gens de ce village. Ils ont fait exploser 6 ou 7 maisons de ceux qui travaillaient dans l'armée. Ils les ont fait exploser. 3 mois avant la libération de Qayyarah, ils ont pris 2 ou 3 personnes ici. Ils les ont arrêtés et les ont emmenés. Les combats ont laissé le village en ruine, tandis que les émanations des puits en flammes contaminent toute la région. Je crois qu'on peut vraiment parler de malédiction. Notre pays, c'est comme de l'or. Il y a du pétrole, il y a du soufre, il y a du gaz, mais on n'a pas de leader qui le maîtrise. Les dirigeants n'ont pas le sens des responsabilités, de la direction, de la planification. Ils n'ont pas d'intérêt pour la vie du peuple, et ça a toujours été la même chose. Ils sont tous pareils, ils n'ont aucune pitié pour nous. Un peuple qui se sent abandonné, à qui on refuse parfois de s'exprimer. Pour les Irakiens, le futur ressemble à une voie sans issue. Et pourtant,
certains ne désespèrent pas de pouvoir reconstruire un jour ce pays au passé glorieux. Et l'armée dans tout ça? Les anciens affidés de Saddam Hussein? Croient-ils encore en l'avenir de l'Irak, malgré les lourdes pertes subies ces dernières années? Sans eux, aucune reconstruction ne sera possible. Nous sommes fiers de faire partie de cette armée, car nous sommes les seuls à avoir chassé Daesh dans la plupart des régions. Certains ont cherché à dresser le peuple irakien contre son armée, alors qu'elle participe pleinement à ce combat qui profite à tout le monde. Ali Amer, membre de l'armée régulière, vient de Bagdad. Il effectue des rotations de 15 jours entre la région de Mossoul et la capitale irakienne. Aujourd'hui, Qayyarah sert de base arrière aux forces irakiennes et américaines. Daesh a planté des bombes en cercle tout autour des puits de pétrole. Comme ça, les voitures qui s'approchent explosent. Ils ont même trouvé des bombes sur le côté de la route. Si une ambulance arrive pour secourir les victimes d'une première explosion, elle explose à son tour. Dieu merci, les démineurs sont très efficaces. Ils ont désamorcé la plupart des explosifs. Les opérations de sabotage commises par Daesh sont des actes lâches et criminels. Ces explosifs sont enfouis très soigneusement et de manière aléatoire, partout dans la plaine, la vallée, autour des routes. C'est très vicieux de la part de Daesh, car ces explosifs restent actifs et dangereux pendant plusieurs années. On a déjà enlevé des explosifs à beaucoup d'endroits et on continue de le faire. Nous encadrons les efforts des ingénieurs et des démineurs pour nettoyer la région de toutes ces mines. Ahmed est le chef de la police de l'énergie, une nouvelle force armée indépendante de l'armée régulière. Sa mission est de sécuriser les zones désertées par Daesh. Ces hommes, on les reconnaît à leur treillis bleu. Ces policiers patrouillent dans la région et collaborent avec les démineurs mandatés par le ministère de l'Énergie pour désamorcer les explosifs, en particulier dans les zones où opèrent les pompiers. Nous avons commencé notre travail en septembre 2016, juste après la libération de la région de Qayyarah. Nous avons mis en place des unités pour protéger le pétrole et les compagnies pétrolières. Ces sociétés détiennent les raffineries et les champs pétrolifères. Les risques de sauter sur une mine sont permanents et les drames fréquents. On m'a raconté qu'il y a quelques jours, un bulldozer a explosé, non loin de l'endroit où je tourne. Attends, il y a meilleur accès ici. Les démineurs disposent de moyens dérisoires. Ils avancent à l'aveugle, au milieu des fumées âcres, munis de simples pelles pour détecter les métaux, sans aucune protection. Ni vêtements ignifugés, ni masques, alors que l'atmosphère est irrespirable. En première ligne, pompiers et démineurs sont évidemment les plus exposés. Mais ces mines artisanales font aussi peser une menace mortelle au quotidien sur les populations civiles. Il faut que tout le monde sache que dans ces régions, les peuples sont eux aussi des victimes du terrorisme.
Ce ne sont pas ces peuples ni ces régions qui fabriquent le terrorisme ou soutiennent l'idée du terrorisme. Ils le subissent. Le pétrole génère toujours des problèmes. Les richesses créent des convoitises. C'est la réalité. Les Irakiens souffrent à cause du pétrole. Ils n'en ont pas profité et ça ne leur a amené que de la destruction, de l'avidité et Daesh. Daesh a laissé derrière elle une population traumatisée. 250 personnes auraient été exécutées par l'État islamique dans la région, principalement des hommes. Pour ces familles, qui restent sans père ni frère, donc sans soutien financier, la situation est dramatique. Elles se sentent complètement abandonnées par les pouvoirs publics. Car l'État ne leur vient pas en aide. Ce sont des donateurs privés qui prennent la relève. Aujourd'hui, c'est jour de fête. Cette association distribue des jouets aux enfants. Le principal donateur, M. Mansour Marid, homme d'affaires irakien qui vit en Jordanie, a fait le déplacement sous bonne escorte. Aujourd'hui, on est présent ici. Un groupe de jeunes de Kayara et des volontaires. On a réuni des parents, des familles de martyrs, le gouvernement local et quelques responsables du ministère du pétrole. Nous sommes là pour leur annoncer la création de l'association de prise en charge des victimes du terrorisme dans le sud de Mossoul. On sait bien que notre pays est passé par des moments très durs depuis 2004 jusqu'à nos jours, à cause des divisions créées par les fanatiques. C'est la faute de quelques partis politiques qui profitent de cette division. Et notre responsabilité durant cette étape d'unification est d'offrir du soutien et de l'aide aux familles des victimes. Plusieurs milliers de civils qui ont fui les régions conquises par l'État islamique vivent dans des camps de réfugiés à la sortie de la ville. Ces camps sont subventionnés par les Nations Unies, qui apportent une aide matérielle à ces populations qui ont tout perdu et ne savent pas quand elles pourront rentrer chez elles. Traumatisés, ces civils craignent que le cauchemar ne recommence, que Daesh revienne et sème à nouveau la terreur et la destruction. Ici, la ville a été laissée en ruine et un épais nuage de fumée toxique a envahi le ciel, ce qui provoque un problème sanitaire majeur. L'hôpital de Kayara a été partiellement détruit et n'est plus opérationnel. Seul un dispensaire en centre-ville fonctionne encore. Les médecins sont submergés par les consultations. On n'a pas ce médicament. Avez-vous assez de lait à lui donner? Ça va mieux, mais c'est comme ça depuis ce matin. Laissez-moi voir. Il n'a pas besoin de prendre des médicaments, mais comme je vous l'ai dit, on devra refaire un examen de contrôle dans une semaine. L'irritation des poumons prend du temps pour être soignée. Même quand la fumée s'arrête, nous devons attendre des semaines ou des mois pour voir les problèmes disparaître. Durant l'hiver, les problèmes pulmonaires dus à la fumée peuvent être différenciés des causes virales, telles que les refroidissements, les pneumonies ou autres problèmes respiratoires. Durant l'été, on ne peut identifier si les problèmes respiratoires sont dus principalement à la fumée ou à des causes virales ou bactériennes qui peuvent également causer des infections pulmonaires.
Vous pensez avoir besoin de lui faire une perfusion? Pardon? A-t-il besoin d'une perfusion? Est-ce qu'il vomit? Il a vomi 4 ou 5 fois. Les adultes supportent mieux la pollution. La plupart d'entre eux ne veulent pas venir au centre de soins. Ils prennent de la médecine traditionnelle ou vont voir des docteurs spécialisés. Ce sont surtout des enfants que nous recevons ici. Je ne saurais vous donner un chiffre exact, mais je pense que nous recevons entre 150 et 200 personnes par jour. Je suis de Mossoul, mais j'ai migré à Kirkouk fin 2014 et j'y suis resté. Quand Qayara a été libéré, il y a eu un important besoin de personnel médical dans la région. Je suis donc venu avec d'autres médecins pour apporter un support médical aux gens d'ici. Et puis, il y a les autres blessures, plus intimes, causées par les exactions de Daesh. Dans ce dispensaire, des femmes viennent en aide à leurs compatriotes en leur apportant un soutien psychologique. Elles acceptent de me parler, mais à visage couvert, car leur famille, encore bloquée à Mossoul, risque les représailles des djihadistes. Nous faisons du soutien psychologique. Nous recevons beaucoup de femmes qui ont des problèmes. Depuis qu'ils ont éteint quelques puits, la situation s'est améliorée. Mais les problèmes psychologiques demeurent, car la présence de Daesh a traumatisé les civils. On était encore étudiantes à l'arrivée de Daesh. Quand ils étaient là, nous restions à la maison. Si quelqu'un était malade, il n'avait pas envie de venir ici à cause des restrictions imposées par Daesh, qui imposaient le port du niqab ou l'obligation de se couvrir les yeux. Dans le centre, il y avait toujours des problèmes entre Daesh et les femmes parce qu'ils étaient très sévères. Les gens se sont adaptés à cette situation parce qu'ils n'ont pas eu le choix. Mais beaucoup de femmes ont maintenant des troubles psychiques à cause de toutes ces choses qu'elles ont vécues pendant l'occupation de Daesh. La perte d'un fils, d'un frère, d'un mari. Certaines ont vu leur maison exploser ou subi des bombardements très proches. Tout cela a fait naître des maladies psychologiques chez un peu tout le monde. Les enfants ont vu des choses que même les plus âgés ne peuvent supporter, mais ils n'avaient pas le choix. Ils étaient obligés de voir ces scènes puisqu'elles étaient devant leurs yeux. Où pouvaient-ils tourner la tête? On essaie de leur faire oublier ce qu'ils ont vu, de leur donner une nouvelle éducation, que ces horreurs ne restent pas gravées dans leurs esprits, qu'elles ne restent pas imprimées dans leur cerveau d'enfant. Le traumatisme est très récent et il va avoir des conséquences sur les nouvelles générations. Alors pour ces gamins, il reste le foot pour oublier. Ou plutôt essayer d'oublier ces horreurs que des petits Irakiens de leur âge n'auraient jamais dû voir. Il y a des problèmes ici? Oui, Lesquels? la fumée. L'autre problème, c'est Daesh. On veut qu'ils s'en aillent d'Irak. Daesh les décapitait dans ce stade. Ils décapitaient qui? Ils décapitaient les gens, les innocents. Les innocents. Ce qu'ils appellent les mécréants, l'armée. Vous en aviez peur? Oui, nous en avions peur. Il y avait un homme qui a été soupçonné par Daesh d'être un informateur de l'armée. Cet informateur, Daesh l'a attaché, ils lui ont bandé les yeux et ils l'ont tué à coups de parpaing. Je souhaite que tout redevienne comme c'était, que tout le monde revienne. Mes cousins qui sont là-bas, hors de Qayara, j'espère tout.
Nous souhaitons que nos pères retrouvent leur travail. Mes frères aussi. L'un est dans la police, l'autre dans l'armée. Et toi, quel est ton rêve? Moi? Oui. Moi, je souhaite que Kayara redevienne mieux qu'avant. Comme avant? Mieux qu'avant. Oui. Nous ne voulons plus penser à Daesh. Nous voulons qu'ils s'en aillent, qu'ils sortent de l'Irak. Ils nous ont ruinés. La liberté pour moi, c'est que tout redevienne comme avant. C'est qu'il n'y ait pas de Daesh ni rien. Que les choses soient comme avant l'arrivée de Daesh. Je décide de laisser ces gamins pleins d'espoir et tente à nouveau ma chance auprès des pompiers. Arrivé sur place, le décor est toujours le même. Nauséabond et sinistre, comme l'attitude des pompiers à mon égard. Je tente à nouveau de les approcher, mais j'ai toujours ce sentiment très désagréable d'être persona non grata. Je ne parle pas arabe, c'est peut-être mieux pour moi. Qu'est-ce qu'elle nous veut, cette pute d'occidentale? Je crois que je vais lui péter sa caméra. Les fumées denses qui continuent d'envahir le ciel depuis près d'1 an sont comme un rappel de la présence de Daesh dans la région. Un cauchemar qui n'est pas près de s'éteindre, car le combat contre les puits en fusion semble inégal, voire perdu d'avance. Pourquoi si peu de moyens sont-ils donnés à ces hommes pour éteindre ces feux? Il y a pourtant urgence à préserver cette richesse inestimable pour le pays. Il y a peut-être d'autres explications. Certains auraient-ils intérêt à laisser partir temporairement ces réserves en fumée pour les soustraire aux appétits des voisins kurdes? C'est ce que je finis par me demander.
Les pompiers qui partent en permission laissent éclater leur joie. Ici, les équipes se succèdent toutes les semaines. Je comprends leur bonheur de quitter au moins temporairement cet enfer. Les malchanceux qui doivent rester se sont mis au garde à vous. Le patron vient de faire son apparition. Le patron, c'est Monsieur Safa, le numéro 2 de la société en charge de l'exploitation pétrolière de ces puits, la North Oil Company. La raison de sa visite, je ne la connais pas. Il est solidement escorté. Impossible de l'approcher. Dommage. J'avais plein de questions à lui poser. Devant mon insistance, l'un des pompiers me prend à part. Je laisse tourner ma caméra. Explique-lui que les chaînes télévisées sont politisées et qu'il y a des chaînes qui soutiennent Daesh indirectement et d'autres qui luttent contre Daesh. C'est une question de médias. Peut-être que la compagnie veut garder des choses sous silence. C'est pour ça qu'ils nous interdisent de parler. Mon chef m'a dit que je n'étais pas autorisé à vous parler. Si je le fais, je vais avoir des problèmes. Ce n'est pas que moi. Toutes les sociétés pétrolières interdisent à leurs employés de parler. C'est comme ça depuis longtemps. Depuis le début des événements, depuis l'arrivée de Daesh, ça fait environ 3 ans que les interviews sont interdites. C'est politique. Ils ne veulent pas qu'elle vienne prendre des images. Je ne doute pas d'elle, mais peut-être que sa chaîne va présenter le sujet d'une manière biaisée, tu me comprends? Monsieur Safa n'est qu'un pion dans cette affaire. Si on parle sans son accord, on va en subir les conséquences, non? Monsieur Safa, c'est juste un prétexte. Le ministère les renvoie sur Monsieur Safa pour que ce soit impossible de le contacter. C'est une affaire impossible. Sous très bonne garde, Monsieur Safa repart sans m'avoir même adressé un regard. Quelqu'un finira tout de même par me parler à visage découvert. Il s'appelle Tarek et il travaille pour la North Oil Company, mais lui vit dans la région. Il subit ces fumées toxiques, ce qui explique sans doute sa colère et le fait qu'il passe outre les consignes de ses supérieurs. Les puits ont été endommagés, mais les responsables des puits ne veulent pas éteindre les incendies. Ils essayent de gagner du temps, car ça leur rapporte beaucoup d'argent. Les employés en profitent. Ils n'ont pas besoin d'éteindre les feux. Leurs familles sont à Erbil, Bagdad ou Kirkouk. Ils s'en fichent. Aujourd'hui, ça fait 8 mois que Qayara a été libéré. Et jusqu'à maintenant, rien de sérieux n'a été fait pour éteindre les puits. S'ils éteignent les feux, que vont-ils faire après? Ces jobs leur procurent beaucoup d'argent et des bénéfices. Alors ils se disent pourquoi éteindre ces feux? J'en profite, cela ne me concerne pas. Je n'ai pas de famille ici, pas d'enfants. Je ne suis pas du coin. Alors je travaille tranquillement et sans me poser de questions. Le problème vient de là. La corruption financière règne. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas qu'on leur pose des questions. Comme ça, personne ne sait ce qui se passe. Les habitants ne sont pas les seuls à pâtir de cette pollution atmosphérique. Sur cette terre brûlée, plus rien ne pousse. Et que dire des troupeaux? Ces moutons sont devenus noirs à cause des puits que Daesh a enflammés. Ils ont enflammé tous les puits. L'environnement est pollué partout. Regarde ce brouillard. Du brouillard partout. L'air est pollué. L'eau est polluée. Tout est pollué. Ils ont brûlé 25 puits. Ils nous ont tués avec cette fumée.
Ce puits est toujours en feu. Comment l'air va devenir pur? Tout est noir, on est noir, notre état, notre situation. Nos moutons sont fatigués, nous sommes fatigués. Tout est dû au gaz présent, des gaz toxiques. Ça nous donne le cancer et des maladies. Le matin, on se lave, on est propre. Après, on devient noir. Nos mains, nos vêtements, nos matelas deviennent noirs. Tout devient noir. C'est dû à cette fumée. L'environnement est pollué. Ils ne font venir aucun spécialiste pour éteindre ces feux rapidement. Pas d'ingénieur, pas de société spécialisée. Personne. Toi, tu es kurde, toi, Jbouri, l'autre Zidi, l'autre Saïbi. Chacun travaille pour gagner les élections. On ne veut plus de guerre, assez. On a peur des guerres, on a peur. Il y a eu la Palestine en 1948, et puis le Nord, et la guerre contre l'Iran, et la guerre du Koweït. L'Irak termine une guerre et en entame une autre. Pourquoi? Si j'étais au gouvernement, j'interdirais même les armes. Je ferais de l'Irak un pays pacifique. La guerre, on n'en veut plus. Depuis la guerre contre l'Iran au début des années 80, l'Irak n'a connu qu'une succession de conflits, plus destructeurs les uns que les autres. Malgré le recul actuel de Daesh, ce pays peut-il encore renaître? Sunnites, chiites et kurdes trouveront-ils un terrain d'entente pour reconstruire l'Irak et ramener la paix? Parviendront-ils à s'entendre sur l'exploitation des hydrocarbures, source de toutes les richesses, mais aussi de tous les maux, de ce pays que l'on nommait jadis la Grande Mésopotamie? موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما هل أراك تبلغ السماك موطني موطني الشباب لم يكن لهمه أن تستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد بل نعيد مجدنا التليد موطني